Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
développement et territoire, quelle dynamique mettre en place pour répondre aux besoins de proximité, donc organisés par la Mutualité française Région Sud. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette table ronde pour que nous puissions discuter d'un sujet qui est extrêmement important. Donc, c'est la question de la santé et des territoires, ou la santé en territoire. Je souhaite d'abord présenter les excuses d'une de nos intervenantes, puisque vous avez vu sur le programme que nous étions un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes, et une de nos intervenantes, malheureusement, est malade depuis hier soir, d'une pathologie qui finalement maintenant devient presque habituelle, bien qu'elle soit pas toujours très agréable à avoir, et c'est ce qui est son cas, et qui est la Covid. Donc j'excuse Madame Cosra, qui est la maire de Vologne, qui ne pourra donc pas se joindre à nous pour notre table ronde. L'accès à des soins de qualité et de proximité, que ce soit l'accessibilité géographique ou l'accessibilité financière, est un enjeu sanitaire primordial dans un contexte de baisse de la démographie médicale et d'évolution des conditions d'exercice. 11,1% de la population réside dans une commune où l'accès à un médecin généraliste est potentiellement limité. C'était le cas de 8,6% de la population en 2016. Dans ce contexte évolutif, l'accompagnement tout au long de la vie, et particulièrement la prévention et la prise en charge de la perte d'autonomie et des maladies chroniques, est une préoccupation majeure, mutualiste, mais partagée par de nombreux acteurs. Le taux d'équipement en établissement pour personnes âgées s'établit en France à 124,3 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus. Et celui pour les personnes en situation de handicap s'élève à 6,3 places pour 1000 adultes. Les progrès et l'innovation sont déterminants dans le champ de la santé et des soins. Il y a différents modes d'exercice, les espaces pluridisciplinaires professionnels, dits plus fréquemment les maisons de santé. La télémédecine est une évolution majeure, et notamment depuis le confinement de l'année dernière, où l'on sait que maintenant 80% des Françaises et des Français sont pour la téléconsultation, et d'ailleurs 25% d'entre elles l'ont pratiquée. De nouveaux dispositifs également assez innovants, tels que les EHPAD hors les murs. Ce sont des dispositifs renforcés de soutien au domicile des personnes âgées en état de dépendance assez avancé. C'est un accompagnement qui est global, 24 heures sur 24, par une équipe multidisciplinaire, hyper connectée, hyper coordonnée, qui regroupe plusieurs axes, dont l'aide, les soins, l'habitat, la technologie, la prévention, les animations et, un point extrêmement important, l'accompagnement des aidants. Les nouveaux métiers il y aura un certain nombre de nouveaux métiers, on le voit au niveau des soins, et sont beaucoup en discussion depuis un certain temps maintenant, un métier qui est entre les médecins et les infirmières, donc des personnes qui puissent apporter un certain nombre de soins. Les accompagnateurs de vie, que l'on ne voit pas encore forcément beaucoup sur le territoire français, mais bien que dans la réalité, cela existe. C'est l'aide à la gestion courante, c'est l'aide à la logistique, c'est l'aide à l'utilisation de son temps pour les personnes qui sont en état de dépendance. Et puis, il y a aussi la question de la délégation des actes. Nous l'avons vu récemment, et nous le voyons de toute façon, avec la vaccination. Donc, la vaccination qui peuvent être faite par les pharmaciens, qui d'ailleurs, les pharmaciens vaccinent déjà dans le cas de la grippe 25% des personnes. Dans ces nouveaux progrès, ces innovations, il y a bien évidemment la recherche et les nouvelles technologies. Le digital est sans contexte un élément majeur dans l'évolution. Les exosquelettes également aussi, on voit de plus en plus. Il y a même maintenant des personnes bioniques. Qui l'eût cru quand nous regardions les feuilletons il y a ça pas mal de décennies, que finalement nous pourrions avoir si rapidement des personnes qui ont des membres bioniques. Et puis la robotisation, on voit également beaucoup dans les pays asiatiques de plus en plus les robots qui sont à domicile pour s'occuper des personnes. L'égalité d'accès aux soins ne peut être assurée que si la répartition de l'offre de soins est adaptée aux besoins de la population. Les valeurs de solidarité et d'humanisme sont des fondements de l'ESS. Nombre d'associations, de coopératives, de fondations et de mutuelles œuvrent dans le champ de la santé. Les structures mutualistes gèrent des établissements d'offre de soins depuis la fin du XIXe siècle.
206 dans notre région. Cela peut être des centres dentaires, des centres d'audiologie, des centres d'optique, des EHPAD, des services de soins et de rééducation, mais également aussi, nous pouvons gérer des crèches, nous nous occupons également de la déficience visuelle et bien d'autres services encore comme la téléassistance. D'autre part, la Mutualité française développe des programmes de prévention depuis plus d'une soixantaine d'années. Dans notre région, ce sont l'année dernière 1300 actions qui ont été développées. Alors, est-ce que la santé peut-elle être une offre de développement des territoires ? Est-ce qu'il est encore possible d'innover en santé de manière responsable et solidaire ? Quel peut être le rôle des entreprises, de l'économie sociale et solidaire dans le développement des solutions sanitaires ou sociales ? Comment financer ces initiatives ? Les interventions à venir dans notre table ronde, par leur éclairage pluridisciplinaire, vont nous permettre d'appréhender l'existant, le potentiel et d'envisager le champ des possibles. J'accueille et je remercie donc nos différents intervenants et intervenantes. Donc, je vous laisserai chacun vous présenter. Nous avons malgré tout donc Jean-Paul Benoît, qui est président de la Mutualité française Sud, Madame Chabert, qui est directrice des soins de proximité donc à l'Agence régionale de santé en PACA. Et puis, nous avons le docteur Zecconi, qui est médecin généraliste dans les Hautes-Alpes et qui est là aujourd'hui également pour l'Union régionale des professions de santé, des médecins libéraux de la région PACA. Donc, sans plus attendre, je donne la parole donc à Jean-Paul Benoît. Jean-Paul, tu es un administrateur de la Mutualité française, de la Fédération nationale. Quelle est la position de la Mutualité française sur les questions d'accès aux soins ? Et tu présides également donc la région Sud au niveau de la mutualité. Quelles sont les déclinaisons et les coopérations régionales que nous pouvons envisager ? Alors, je vois sur le chat que nous avons un problème donc pour l'intervention de Monsieur Benoît. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Madame Chabert, je vais vous passer la parole. Monsieur Benoît interviendra ensuite quand il pourra se reconnecter. Donc, Madame Chabert, face à l'évolution des besoins des populations, quels sont les axes de travail et les synergies envisagées par l'Agence régionale de santé et quelle peuvent être la place des structures de l'économie sociale et solidaire donc dans notre paysage local et régional? Bonjour, merci de m'accueillir dans cette table ronde. Donc, je suis Marion Chabert, directrice des soins de proximité à l'Agence régionale de santé, ce qui veut dire que je pilote au niveau régional l'ensemble des actions de l'ARS sur le développement des soins de proximité. Et je le fais en étroite relation avec toutes nos délégations départementales et avec tous nos partenaires institutionnels et représentants des professions de santé dans la région. Alors, je me permets ce propos introductif pour préciser que, en fait, un petit peu en écho à votre introduction, que ce besoin de proximité, les réponses que nous allons y apporter, elles se font bien évidemment avec des relais territoriaux, avec les acteurs des territoires dans lesquels chacun est implanté, et qu'au niveau régional, nous sommes là pour impulser, pour donner à voir tous les outils qu'on peut mobiliser, mais que bien évidemment, la réponse, elle est travaillée avec les acteurs des territoires, de leurs différents points de vue, hein, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient celui du financeur, qu'ils soient celui des acteurs de santé, et bien évidemment qu'il soit également celui des usagers, de façon à proposer cette réponse dans l'ensemble des territoires et en fonction de la caractéristique de chacun des territoires. Parce que c'est l'une de nos caractéristiques de notre région, c'est la grande diversité de nos territoires. Qui dit diversité des territoires, alors bien évidemment, hein, on connaît la question entre les vallées et la différence avec les zones urbaines en ville, mais c'est aussi toutes les conséquences en matière d'habitat de ces populations et aussi toutes les conséquences en matière de caractéristiques de l'offre présente sur un territoire. L'un des sujets qui se pose hein, quand on est à l'Agence régionale de santé et qu'on doit travailler à une stratégie de développement des soins de proximité, c'est comment va-t-on faire, mais comment va-t-on faire pour l'avenir, pour se projeter à la question que vous aviez posée autour de peut-on innover en santé? Mais bien évidemment, nous n'arrêtons pas d'innover en santé. Et cela se fait très différemment en fonction de l'offre présente. Mais il faut compter avec tous les outils qui existent
et toutes les organisations qui existent dans chacun des territoires. La réponse apportée dans une zone de centre-ville, qu'elle soit quartier prioritaire politique de la ville, qu'elle soit zone plus aisée, là est déjà très différente et encore très différente loin dans les vallées. Alors, pour reprendre un petit peu les questions sur lesquelles vous m'avez interrogé, sur la question quel est le rôle, donc vous voyez bien la place du partenariat institutionnel qui va être majeur dans tout ce que je vais dire, mais pour répondre à la question sur la dynamique à mettre en place pour répondre aux besoins de proximité, je reprendrai 2 éléments importants que vous avez positionnés. C'est d'abord la question de l'évolution du besoin en soins de proximité, où ça, c'est un élément qui évolue fortement, qui est encore en évolution à la fois du fait de la population, avec le fort développement, l'apparition des maladies chroniques, liées également au vieillissement de la population, et cette envie à la fois sociétale et cet enjeu qui existe aujourd'hui, qui est l'enjeu du maintien au domicile. Maintien au domicile, vous avez évoqué la question du capacitaire en établissement médico-social, et vous avez évoqué aussi tout le développement des offres d'accompagnement, des offres d'hébergement alternatif également, qui sont possibles, mais qui vont aller vers la proposition à notre population de pouvoir le plus en plus longtemps, mais dans les meilleures conditions possibles et avec un accès aux soins garanti, rester au domicile, vivre avec la maladie. Et ça, c'est l'un des enjeux majeurs qui est posé par les besoins de la population et l'évolution, surtout dans notre région où certains territoires connaissent quand même un vieillissement de la population assez fort. Également, dans les besoins de la population, on a quand même une population qui s'y connaît de plus en plus en matière de santé, qui va avoir besoin d'un recours à l'expertise, qui va avoir un avis. Et il faut prendre en compte aussi tous ces éléments-là dans la question du besoin de proximité, d'arriver aussi à répondre à ces exigences de qualité des soins, de diversité des interventions, que ça soit en matière également de prévention, de matière en accès, de questions d'accès à l'expertise et également d'accompagnement sur des aspects qui relèveraient plus d'aspects sociaux pour permettre ce maintien à domicile. Dans ces organisations, ce qui bouge aussi énormément, c'est la transformation au niveau du profil des professionnels de santé. Les soignants, et vous l'avez cité, dont les caractéristiques professionnelles évoluent fortement. On l'a qualifié dans de nombreux débats au niveau de notre projet régional de santé, mais également dans la stratégie nationale de santé. Des envies fortement exprimées d'exercer à l'avenir, d'exercer en groupe avec les professionnels du même corps, mais aussi d'exercer dans la pluriprofessionnalité. Ça, c'est important. C'est à entendre, c'est un enjeu pour attirer les professionnels. Des professionnels qui sont formés beaucoup en ville, dans des grosses villes, et notamment les médecins, et dont il va falloir aller mobiliser l'envie d'aller travailler ailleurs que dans leur lieu de formation et ailleurs que dans le lieu où ils ont appris à travailler, c'est-à-dire aussi dans des structures hospitalières avec un accès à des techniques assez importantes, mais aussi à l'hôpital avec la pluriprofessionnalité. Donc, ça fait aussi partie des éléments qui sont à prendre en compte. Et j'ai envie de démarrer par là. On est aujourd'hui dans une situation où on a dans notre région une étape qui a été connue dans d'autres régions précédemment, qui est le renouvellement générationnel chez les soignants. Nous sommes en train de connaître ce que des régions comme la Normandie, comme le Grand Est ont connu il y a 15 ans. C'est un grand mouvement de départ à la retraite de professionnels de santé. Et forcément, en parallèle, même si on sait qu'on va avoir encore un creux pendant quelques années, mais en parallèle, il faut savoir qu'on accueille tous les ans de nouveaux soignants qui sortent de formation. Et dans notre région, nous accueillons aussi de nouveaux soignants qui arrivent en 2e, 3e partie de carrière dans le cadre des mobilités professionnelles. Et là, il y a un enjeu particulier pour nous tous, et c'est d'arriver à préparer l'accueil de ces nouvelles générations, à la fois au moment de la formation avec les internes. Comment est-ce que dans nos organisations, nous proposons de former à ces nouvelles pratiques, de montrer que nous sommes prêts à accueillir de nouveaux professionnels de santé,
Et ça, ce sont des travaux qui sont menés dès le départ avec les écoles, avec les facultés de médecine, avec les instituts de formation et avec les professionnels de santé qui accueillent ces stagiaires en formation. Et c'est un enjeu majeur, y compris de l'exercice coordonné, que de proposer ces modalités d'exercice. Je l'ai dit, donc on voit dans ces nouvelles générations cette volonté d'exercer en groupe. C'est la fin de l'exercice isolé en cabinet. Je crois que ça c'est largement documenté et puis largement compris également par les professionnels de santé. Et c'est donc tous ces professionnels de santé qui partout dans le territoire aujourd'hui de notre région proposent des projets d'exercice coordonné, que ça soit au sein de maisons de santé. Nous avons aujourd'hui 85 maisons de santé validées dans leur projet de santé et nous en avons encore une trentaine qui sont en cours de projet. Donc, c'est une dynamique très, très forte. Nous avons beaucoup de projets de communautés professionnelles territoriales de santé qui couvrent maintenant pratiquement tout le territoire. Alors, 8 ont maintenant signé la convention avec l'assurance maladie, mais on en a 10 dont le projet de santé a été validé, 40 projets en cours et encore des intentions de projet qui nous font penser que nous ne serons pas loin, mi-2022, de l'objectif d'une couverture régionale, de logique de coopération partenariale entre professionnels de santé sous la forme de communautés professionnelles territoriales de santé. Et ce sont aussi des organisations qui permettent aux professionnels de s'organiser ensemble pour proposer un cadre propice à l'accueil de nouvelles générations. Enfin, nous savons aussi que beaucoup, au niveau des élus, peuvent avoir envie, au niveau du conseil régional, au niveau des collectivités locales, de proposer des aides pour attirer les jeunes professionnels de santé dans leur territoire, que ça soit au moment de la formation par des bourses, mais que ça soit aussi également par la proposition de lieux, de modalités d'exercice facilitant. Et c'est également des initiatives à saluer car cela répond aux envies de ces nouvelles générations. On a également en complémentarité autant par des aides très concrètes de l'assurance maladie que par des aides également très concrètes et financières de l'État au travers des ARS, mais c'est un travail qui est vraiment mené en complémentarité et en partenariat entre l'ARS et l'assurance maladie, des aides qui visent à inciter les professionnels de santé à arriver. Alors, des aides financières, certes, pour s'installer en libéral, mais ça peut prendre aussi la forme, et il faut savoir les mobiliser, et nous avons encore à gagner là-dessus. Ça peut aussi prendre la forme de nouveaux contrats mixtes, de lieux d'exercice ville-hôpital, de lieux d'exercice en salariat au sein de centres de santé également qui sont possibles, avec un soutien pendant 2 ans de l'ARS, enfin de l'État, pour générer l'envie d'aller travailler différemment. Et c'est un petit peu, et d'aller travailler en proximité. Et c'est peut-être le premier niveau sur lequel j'avais envie d'axer mon intervention, c'est de dire il faut accueillir ces nouvelles générations, leur donner envie. Et quand ça fonctionne, et nous avons des exemples très concrets où ça n'a pas été simple, mais au final, on a et notamment le département des Hautes-Alpes aujourd'hui accueille beaucoup de jeunes professionnels. Il y a eu une forte arrivée de beaucoup de professionnels. C'est à la fois l'objet d'aides qui ont été fortement promues, mais c'est également tout un écosystème pluripartenarial et qui s'est engagé sur plusieurs années avec l'accueil des internes, puis ensuite qui ont découvert des modalités d'exercice et qui ensuite ont bénéficié du soutien au moment de leur arrivée pour s'installer et qui ont fait qu'on a certains bassins de population qui, il y a 1 an, étaient en très grande difficulté dans la question de l'accès aux soins et qui maintenant ont accueilli des nouveaux professionnels qui eux-mêmes ont permis de voir arriver des décisions. Et tout ça, c'est une première logique sur laquelle je souhaitais axer mon intervention. Ensuite, deuxième élément, et vous l'avez cité, mais c'est aussi des exemples très concrets. On voit des nouvelles pratiques dans les coopérations soignantes qui sont à porter, qui sont à mobiliser. Dans les pratiques pluriprofessionnelles, vous avez évoqué la délégation de tâches, on a également des protocoles pluriprofessionnels qui permettent maintenant d'avoir des coopérations dans le respect des compétences, mais qui sont de plus en plus élargies. Je citerai là aujourd'hui un sujet avec lequel on doit pouvoir avancer, ce sont les protocoles pluriprofessionnels en soins non programmés. Comment des infirmiers, des kinés, des pharmaciens peuvent répondre
pour certaines pathologies, pour certaines situations précisées, précisées par la Haute Autorité de Santé, peuvent répondre à un besoin de soins, à un premier niveau de besoin en soins non programmés, dans le plein respect de protocoles établis, mais également parce qu'ils sont organisés avec les professionnels, avec les médecins, avec les services de soins non programmés du territoire, de façon à ce que toute cette réponse se fasse en pleine compréhension réciproque des interventions des uns et des autres, mais aussi de la modalité de recours, si on sort du modèle, du champ du protocole, parce que ça peut aussi arriver. Et on a là-dessus des innovations, et je citerai, mais je pense que Monsieur Zecconi pourra également en faire écho, des organisations qui peuvent être assez intéressantes, qui sont proposées au sein des communautés professionnelles territoriales de santé pour avancer sur la question du soin non programmé, avec l'implication de l'ensemble de l'offre de soins du territoire, en soutien de l'offre de médecine, qu'elle soit réalisée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, qu'elle soit réalisée dans le cadre de la réponse aux soins non programmés en médecine générale, mais également dans son pendant qui est celui de l'aide médicale urgente, qui est aussi une mobilisation et un élément important dans l'accès aux soins sur la globalité du territoire. Alors, vous avez cité les nouveaux métiers. Effectivement, dans ces nouvelles pratiques de coopération, on pourra parler des infirmières de pratique avancée, on pourra parler également des métiers de l'accompagnement, mais j'ai aussi envie de dire, c'est aussi le développement de métiers qui existent déjà, mais où l'enjeu va être de l'apporter en proximité, de l'apporter aussi au domicile ou de l'apporter dans des lieux d'accueil en proximité, accueil de jour. On pourra parler des psychomotriciens, des diététiciens, des psychologues. Comment est-ce qu'on arrive à faire que cette offre puisse venir en soutien du maintien au domicile de l'ensemble de la population sur tout le territoire? Et je vois des questions qui arrivent sur la question des territoires alpins. Sachez-le, l'accès aussi de la population à ce type d'offre de soins dans les zones urbaines est aussi un enjeu majeur des années à venir. Madame Chabert, je vais devoir je suis désolée, vous pourrez reprendre après dans le jeu des questions-réponses et notamment aussi réagir parce qu'il y a effectivement déjà certaines questions qui vous sont adressées, pardon. Donc, par contre, je vais donner la parole au docteur Zecconi. Comme ça, il va pouvoir réagir probablement à un certain nombre d'éléments que vous avez pu donner. Vous avez donné quand même un certain nombre de pistes sur l'accueil, la fin de l'exercice isolé en cabinet, sur l'évolution des soins de proximité, l'accueil des internes, toutes ces questions-là. Docteur Zecconi, comment les médecins libéraux envisagent-ils les nouveaux modes d'exercice et de coordination? Et justement, comme l'a évoqué aussi Madame Chabert, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, dites CPTS. Oui, bonjour, Marc Zecconi, donc je suis médecin généraliste dans les Hautes-Alpes. Je suis trésorier d'une communauté professionnelle territoriale de santé et je suis représentant aujourd'hui de l'Union régionale des professionnels de santé versus médecins libéraux. Mais bon, on peut parler des autres professions, on est assez proches les uns des autres à ce niveau-là. Je fais partie aussi de la conférence, du bureau de la conférence territoriale sanitaire du 05, donc je suis un petit peu de partout. La santé peut-elle être une offre de développement dans les territoires? Alors, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Marion Chabert parce qu'on travaille depuis longtemps ensemble sur ces projets, sur ces idées, et c'est vrai que les retours d'expérience du territoire permettent à l'ARS de proposer des solutions et les solutions qu'elle propose nous permettent aussi, nous aussi, d'avancer. La question se pose dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, bien sûr. D'emblée, je voudrais dire que tous les médecins libéraux connaissent pas, ou même les libéraux en général, les professionnels de santé, ne connaissent pas ou connaissent très mal l'économie sociale et solidaire. On est des libéraux, avant tout, et même à l'Union régionale, il y a ceux qui sont pour l'exercice coordonné et ceux qui sont contre.
Et je pense que la majorité des médecins libéraux, notamment chez nous, est plutôt contre cette évolution de la santé qui passe de l'acte, si vous voulez, à des accords conventionnels qui sont aussi reconnus conventionnels, mais qui propose de travailler selon des nouvelles notions, la solidarité, l'humanisme, l'équité, bon voilà. Donc oui, je pense que la santé peut être une offre de développement dans nos territoires. Il faut considérer quand même qu'il y a deux territoires différents dans nos régions. Il y a le monde rural et les petites villes proches du monde rural et les métropoles. Et souvent, les métropoles attirent à elles, on l'a dit tout à l'heure, les étudiants qui ont du mal à aller s'installer ailleurs après. Je pense que la santé est la première préoccupation des Français, de nos concitoyens, surtout quand elle est comprise au sens large, quand on parle de qualité de vie, d'hygiène de vie, d'activité physique, d'alimentation, de contexte environnemental, de lien social, même d'habitat. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut concevoir la santé, et à ce moment-là, elle rentre vraiment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Il faut que le citoyen, de toute façon, soit au centre du projet, qu'il soit patient ou citoyen tout court, pas malade. Il faut qu'il soit au centre du projet et qu'il prenne en main son avenir. Et c'est très important que le citoyen soit au centre de l'économie sociale et solidaire et des nouvelles propositions qui sont faites d'exercices comme les maisons de santé, j'en reparlerai pas, les CPTS, ou même les petites unités de soins primaires qui font partie aussi de l'exercice coordonné. Il faut que le citoyen devienne acteur complètement de sa santé. Et il y a par exemple des innovations qui sont très importantes dans le cas des associations, par exemple diabétiques, c'est le patient expert. Un patient expert apportera plus à un autre patient qui est atteint de la même pathologie qu'un médecin même, parce que l'échange entre eux sera plus productif. Est-il encore possible d'innover en santé de manière responsable et solidaire? Je dirais oui. On a parlé des MSP qui sont très développés, mais qui s'intéressent à une patientèle, c'est-à-dire dans un centre médical, dans un cabinet médical, dans un regroupement autour de la patientèle de ce cabinet. Et puis, il y a cette nouvelle notion dont a parlé Marion Chabert, qui sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Je suis le trésorier de la mienne dans un petit secteur de 11 000 habitants, donc on a une petite CPTS qui vient d'avoir les accords, même elle les a eu en premier, les nouveaux accords conventionnels interprofessionnels. Comment peut-on répondre à un manque de médecins, par exemple? C'est une question très importante. Je pense que la seule solution réelle pour répondre à ce manque de médecins en attendant que de nouveaux médecins soient formés, c'est essentiellement faire en sorte que le temps médical soit respecté au maximum. Dans une consultation, le temps médical, c'est-à-dire la consultation, le lien humain avec la personne, représente la moitié de la consultation, et le reste, c'est des paperasses, c'est de peser, c'est des petits gestes techniques qui peuvent être faits par d'autres professionnels de santé. Et c'est là, donc, où rentre en compte la délégation de tâches. Alors, j'aime pas trop ce principe-là, parce que chaque métier est un métier, chacun a sa compétence, et je préfère parler de partage de compétences. On peut parler de délégation. Alors, effectivement, il peut y avoir une certaine forme de délégation vers les infirmières, vers les pharmaciens, et dans le cadre de l'exercice coordonné, on l'a bien vu au niveau, par exemple, de la vaccination récemment sur la Covid, on s'est aperçu que finalement, quand l'exercice est coordonné, qu'il y a une communauté professionnelle ou une MSP, souvent le médecin fait la première vaccination et la deuxième vaccination est faite par le pharmacien ou par l'infirmière ou par d'autres personnes, parce que finalement, on a pu évacuer des risques liés à la vaccination et le médecin est le mieux placé pour le faire. Donc, effectivement, il y a des nouveaux métiers qui émergent, comme les assistants médicaux, qui sont quand même avant tout des techniciens, qui ouvrent une consultation et la ferment, font des petits actes techniques comme de la prévention, remplissage de dossiers, rappel de certaines choses, la vaccination. Voilà, ils font des petits actes techniques, ils pèsent, ils peuvent faire même un électrocardiogramme.
du moment que le médecin va l'interpréter après. Il y a les infirmières azalées aussi, qui est une autre profession nouvelle, qui elles sont plus, travaillent avec 2 ou 3 médecins dans un cabinet, sont plus axés sur la prévention et sur le suivi de certaines pathologies comme le diabète, les maladies neurodégénératives. Voilà. Donc, c'est une prise en charge plus globale de la personne. Elles ouvrent comme l'assistant médical, la consultation, et la referment après. Il y a ensuite des nouveaux métiers émergents à qui il faut confier des responsabilités comme les sages-femmes de territoire qui sont de plus en plus développées. Et puis, il y a les fameuses IPA, infirmières de pratique avancée. Alors là, c'est vrai que nous, au niveau professionnel, URPS ou même les différents syndicats ne sont pas tout à fait pour les infirmières de pratique avancée, sauf dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'un métier est un métier, un médecin est un médecin, une infirmière est une infirmière, mais une infirmière, même si elle est IPA, ne remplacera jamais un médecin. Donc, si c'est dans le cadre, on en a parlé, des infirmières azalées ou autres, effectivement, une IPA, si elle est dans l'exercice coordonné, pourra, entre 2 consultations, par exemple pour le diabète ou le suivi de tension, renouveler un traitement, mais il faut que ce soit dans le cadre d'un exercice coordonné, soit à l'intérieur de l'hôpital, soit dans le cadre d'une CPTS. Alors là, on sera favorable aux IPA, effectivement, mais c'est un petit peu un métier qui est proche de celui des infirmières azalées, donc c'est à voir un petit peu, chacun verra comme il voilà. Donc, il faut bien redire que effectivement, chaque métier est un métier. Quel peut être le rôle des entreprises dans l'économie sociale et solidaire sur nos territoires? Bon, il faut généraliser cet exercice coordonné. De toute façon, qu'on soit pour ou contre au niveau libéral, c'est inscrit dans la loi je n'ai plus exactement en tête, mais la loi du 24 juillet 2019. Donc, c'est inscrit, c'est comme ça. Les gouvernants peuvent imposer cet exercice libéral et il sera imposé. Ils peuvent en définir le cadre. C'est un fait, et c'est un fait qui est inscrit dans la Convention, puisque maintenant, nous avons des accords conventionnels interprofessionnels qui nous permettent donc un petit peu de définir un petit peu mieux ce que c'est que l'exercice coordonné, notamment dans les CPTS. Et je pense que voilà, ces ACI permettent, à partir de missions SOC et de missions, disons, optionnelles, de définir quand même un petit peu mieux quel va être le contour de la médecine de demain. Voilà. C'est un exercice coordonné entre différents acteurs de santé au niveau de chaque territoire, c'est-à-dire qui réunit les professionnels de santé libéraux, mais aussi les établissements de santé. Il y a un lien réel entre la ville et l'hôpital qui se crée. Il y a des missions SOC qui sont l'accès aux soins, c'est-à-dire qu'on doit englober tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant dans la CPTS, faire en sorte que les soins non programmés, on en a parlé tout à l'heure, soient pris en charge. Par exemple, chez nous, dans le Champsaur à Godemar, tout ce qui se passe comme accident dans les stations ou sur la voie publique, on a signé une convention tripartite entre les services d'urgence de l'hôpital de Gap, les pompiers du département et les médecins libéraux. Quand quelqu'un est pris en charge par les pompiers, plutôt que de l'hospitaliser directement, il passe par le cabinet médical si le centre de régulation a jugé qu'il pouvait rester chez lui. Et donc, ne vont à l'hôpital que les gens qui le nécessitent, ce qui évite des hospitalisations inutiles. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'il faut voir les choses. Effectivement, au niveau dans ces communautés professionnelles, il y a la possibilité d'accueillir, moi je suis maître de stage, beaucoup de stagiaires qui sont médecins, infirmiers ou autres, et de créer des îlots de formation. On sait qu'en fin d'études, si un étudiant peut rester 2 ou 3 ans sur le même territoire, il va l'adopter. Et d'ailleurs, quand il le choisit pour faire ses stages, c'est pas pour rien. Dans les Hautes-Alpes ou dans le 04, il y a la montagne, il y a l'environnement naturel, voilà, dans les sports de pleine nature, donc ils viennent parce que le lieu est agréable pour s'installer dans la ville. Je voulais insister sur 2 ou 3 petits autres détails, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé de la télémédecine. Rapidement, les 2-3 détails, voilà. Il vous reste très peu de temps. La télémédecine, donc, et donc, surtout répondre à la dernière question, qui est quelles sont les possibilités. Alors, ces accords conventionnels sont définis sur 5 ans et sont très importants. Pour une petite CPTS, ça peut aller jusqu'à 180 000 € par an ou 200 000 € par an.
en année N+2, en année pleine. Et pour les grosses, ça peut aller le double ou le triple. Voilà. Donc, je pense qu'on a les moyens de créer des emplois pour avancer dans ce domaine-là, surtout qu'il existe des fonds FIR, on peut répondre à des projets. Il existe aussi la possibilité de toucher au fonds de la région et notamment au fonds européen aussi, avec des initiatives assez intéressantes. Mais on peut être aidé aussi par les mutualités, les fondations, par les caisses de retraite. Voilà, je veux dire que le financement est plus facile dans le cadre de la santé à l'heure actuelle, avec les nouvelles lois et tout ce qui vient de sortir, que ce que les autres partenaires de l'économie sociale peuvent le faire. Voilà. Donc, je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Zecconi. Merci beaucoup. Jean-Paul Benoît, donc je pense que tu es revenu. Voilà, tu es là. Finalement, c'est très intéressant que tu puisses intervenir après Madame Chabert et après Monsieur Zecconi tu es administrateur de la mutualité française de la Fédération nationale, tu présides la région. Il semble intéressant que tu puisses réagir à ce qui a été dit sur la question du citoyen qui est au centre des besoins, le citoyen en tant qu'acteur de santé, les CPTS, la participation finalement de la mutualité française au CPTS. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites par Madame Chabert et Monsieur Zecconi, beaucoup de choses que je partage en grande partie, avec quelques nuances, vous comprendrez, mais quand même, je crois que le diagnostic est bien posé et on constate, même si on reste, il faut dire la réalité, dans un des pays qui a le meilleur système de santé et de protection sociale, un des meilleurs, hein, on a souvent dit le meilleur, mais ça c'est quand on a l'arrogance française, mais on est dans un pays qui reste avec un système de santé quand même qui répond à la plupart des besoins. Pour autant, et ça c'est plus inquiétant, les choses se dégradent et on a pu l'objectiver dans le cadre de notre observatoire Place de la Santé avec le baromètre santé sociale qu'on réalise désormais chaque année avec l'Association des maires de France, qui sont aussi les maires, les premiers élus en contact avec la population, donc les mieux à même de percevoir les difficultés de leurs concitoyens dans l'accès aux soins. Et dans ces baromètres, on constate bien que si on reste à un haut niveau de réponse aux besoins de santé, il y a quand même une dégradation. Une dégradation qui est vécue et qui est d'autant plus ressentie parce que vous savez, quand les choses se dégradent, c'est toujours très très mal vécu et les choses se dégradent. Voilà, il faut se le dire, on ne peut pas s'auto-satisfaire même d'avoir conservé ce niveau. Alors, on parle souvent de déserts médicaux. J'aime pas trop ce terme parce que quand on parle de désert, vous savez, les déserts, c'est des zones où il y a peu d'habitants désertiques, par définition. Or là, la question n'est pas que les déserts médicaux. Et on voit souvent derrière ces déserts médicaux des zones isolées à la campagne, pour ce qui nous concerne la montagne, par exemple. J'ai vu que Léo Alpin participait beaucoup au chat et je remercie M. Zecconi de son témoignage. Mais la problématique, elle n'est pas que géographique, elle est multifactorielle. Alors, il y a une problématique géographique, il y a une problématique spécifique des zones isolées et de l'accès, y compris aux médecins généralistes sur certaines zones qui se posent. Mais cette problématique d'accès aux médecins généralistes, on voit maintenant qu'elle se pose aussi en ville et dans des grandes villes. Donc il faut se garder d'opposer, même si les problématiques ne sont pas exactement les mêmes, il faut se garder d'opposer une campagne ou une montagne qui serait désertée par les médecins et qui serait en situation de crise, et des métropoles qui seraient dans une situation confortable. Ce n'est pas le cas. On le voit bien dans notre région, où on est une région très diversifiée. Alors, certes, il y a une concentration de l'offre sanitaire sur la façade méditerranéenne, mais pour autant, on a de vrais problèmes d'accès aux soins dans les périphéries des métropoles. C'est vrai pour les quartiers nord de Marseille, c'est vrai pour certains quartiers de Nice, c'est vrai aussi pour certaines zones. Si on prend le département le plus peuplé, on a parlé des Hautes-Alpes, c'est le département le moins peuplé de la région. Si on prend les Bouches-du-Rhône, le département le moins peuplé, on a des zones dans l'ouest du département où il n'y a aucun spécialiste à moins de 30 km. Aucun spécialiste à moins de 30 km dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il y a une vraie problématique globale. Alors, je l'ai dit, multifactorielle, géographique, mais pas seulement. Il y a aussi un problème économique d'accès aux soins qui se développe. On a vu ces dernières années, alors je pense que ce n'est pas le lieu pour engager le débat
sur le niveau de la rémunération des médecins, suffisante, insuffisante. Mais on sait qu'il y a un vrai débat là-dessus, hein, par rapport aux tarifs conventionnels. Sauf que quand on sort de la situation de tarifs opposables, et aujourd'hui, on en sort par tous les bouts, d'honoraires, peut-être les plus connus, donc les dépassements d'honoraires des médecins, mais il y a aussi des tarifications complémentaires, des dépassements de tarifs, notamment dans le cadre de l'hospitalisation. L'hospitalisation privée essentiellement, mais on a vu aussi se développer de façon très rapide, par exemple, la facturation des chambres particulières à l'hôpital public. On a vu se développer des secteurs privés à l'hôpital public. Il y a un véritable, il faut en être conscient, au-delà du problème géographique, c'est pas que la répartition des médecins qui est en jeu. Il y a un problème économique d'accès aux soins qui est vécu par nos concitoyens. Et y compris les questions de tiers payants, qui a bien du mal à se développer chez les médecins. Il y a des professions où il est acquis et qui s'en portent très bien d'ailleurs. Hein. Je pense aux pharmaciens, je pense aux laboratoires, etc. Mais on voit bien que sur la médecine, alors il y a des médecins qui s'engagent, beaucoup de généralistes, il faut un gros effort sur ces questions-là, mais on voit bien que sur d'autres, notamment chez les spécialistes, il y a beaucoup plus de difficultés. Donc il faut mesurer que ce problème d'accès aux soins est multifactoriel. C'est ce qu'a montré le baromètre, et qu'il faut répondre à l'ensemble de ces facteurs. Alors, sur la réponse territoriale, les solutions qui ont été proposées par Mme Chabert et M. Zecconi sont des solutions, sont la bonne voie, quoi. C'est la bonne voie. La pratique coordonnée, ça nous paraît indispensable. Alors, M. Zecconi nous disait que c'est pas forcément majoritaire parmi les médecins aujourd'hui dans les organisations professionnelles. Ce qu'on voit, c'est que c'est plus que majoritaire. C'est écrasant chez les jeunes médecins. Là aussi, il y a sans doute un problème générationnel. Si on prend les chiffres du Conseil de l'ordre, des syndicats médicaux, qui ont fait des études chacun de leur côté, donc c'est pas les chiffres de la mutualité, ce sont les chiffres des organisations professionnelles, on voit que les jeunes médecins aspirent beaucoup au salariat. Déjà, c'est un point. Il y a à peu près 25% qui ont envie de s'installer en libéral. C'est pas rien, mais bon, c'est quand même par rapport à la situation actuelle, où on est un peu à 50-50, un peu moins même. C'est les chiffres du Conseil de l'ordre. Depuis le début des années 2000, les courbes se sont croisées. Il y a aujourd'hui plus de médecins salariés dans le pays que de médecins libéraux. Mais chez les jeunes, c'est encore plus écrasant. Mais surtout, si on regarde ceux qui envisagent de s'installer de façon isolée, c'est-à-dire hors de structure de coordination des soins, alors il faut voir après jusqu'à quel niveau ils sont coordonnés, on est à moins de 5%. Donc si on espère remplacer le tissu de médecins libéraux tel qu'il existe sur les territoires à l'identique, ça ne marche pas. Et dans les Hautes-Alpes, Mme Chabert disait qu'on est dans une situation un peu meilleure. La situation a commencé à s'améliorer quand on est sorti de la volonté de reproduction, et ça souvent c'est quelque chose qu'il faut discuter, y compris avec les habitants et les élus locaux, parce qu'ils ont l'habitude de médecins libéraux dans leur cabinet, y compris dans le village, très dévoués, qui comptaient souvent par leurs heures, qui étaient disponibles jour et nuit, et donc ils aspirent à une première chose, et de façon instinctive, ils aspirent à la reproduction du même modèle. Ce modèle-là, je crois qu'il faut qu'on se le dise, et que tous les acteurs en prennent acte, il est en train de disparaître. Il faut mettre en place un nouveau modèle. Parce que sinon, les jeunes médecins, certains disent qu'il faut imposer aux jeunes médecins des lieux d'installation. Ça ne résoudra rien. Hein. Si on ne propose pas aux jeunes médecins, et plus généralement aux jeunes professionnels, un mode d'exercice qui leur convienne, les contraintes, ça ne marchera pas. Enfin, on le voit à l'hôpital, quoi. À l'hôpital, c'est des fonctionnaires, les médecins. Donc, c'est l'État qui décide, l'État ou les ARS, en l'occurrence, leur bras armés sur le territoire, qui décident des postes qu'on ouvre, qu'on ferme, etc. Le résultat, c'est qu'on a une masse de postes qui restent vides, quoi. Donc, la contrainte fonctionne pas. La contrainte ne fonctionne pas. Et on a des situations, alors il y a une situation en plus dans le Chicasse, il y a beaucoup d'Alpins à Gap qui est catastrophique sur un service, mais au-delà des questions exceptionnelles, on voit qu'il y a une pénurie chronique de médecins, parfois d'infirmières, et donc la question, c'est de mettre en place des formes qui conviennent à la fois aux professionnels et qui répondent aux réels besoins de santé de la population. Et pour ça, les formes coordonnées, c'est la seule solution, quoi. C'est la seule solution. Alors que ça ne met pas en cause l'exercice libéral, je ne veux pas me faire lyncher, je ne veux pas que M. Zecconi me dise que je suis un anti-libéral. Il y a des formes coordonnées libérales. Il y a les maisons de santé, vous les avez citées.
y a les CPTS, qui sont une forme, à mon avis, quand même dégradée de l'exercice pluridisciplinaire, hein, parce que les jeunes médecins qui ont été formés dans des instituts, des hôpitaux universitaires, sont formés à une médecine d'équipe pluridisciplinaire complètement intégrée. Avoir un CPTS, c'est mieux que d'avoir un exercice complètement isolé, mais ça n'empêche pas d'être isolé dans son cabinet la plupart du temps. Donc voilà, mais c'est une avancée, nous le reconnaissons, et c'est pour ça que nous sommes favorables à ce développement. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et nous, nos propositions, on a dit dans le cadre du Ségur, la mutualité a dit qu'elle était pour la généralisation de l'exercice coordonné dans des lieux d'exercice professionnel pluridisciplinaires. Pourquoi on a fait ça? Donc, je l'ai dit, certains nous ont fait le procès en anti-libéraux. C'est pas une question de statut des médecins. Salariés ou libéraux, c'est leur choix. Les jeunes sont en train de choisir. Comme on dit vulgairement, ils choisissent avec leurs pieds. Mais ça, c'est un choix du médecin et il n'y a pas de problème pour qu'on puisse maintenir les deux exercices. Mais dans les deux cas, il faut que ça se fasse dans des lieux d'exercice coordonnés. Alors pour ça, je l'ai dit, il y a les maisons médicales, il y a aussi les centres de santé, notamment sur les territoires alors, un peu plus denses en population, mais dans les périphéries urbaines, on voit le rôle qu'ils jouent, parce que non seulement c'est l'exercice coordonné, mais c'est la garantie du respect du tarif conventionnel, du secteur 1, c'est le tiers payant généralisé, et on sait que pour certaines familles, quelques euros de dépenses médicales, alors que c'est souvent des dépenses imprévues, ça peut déséquilibrer un budget. Voilà, il faut pas regarder ça de haut, il faut pas regarder ça avec des revenus de haut niveau, il faut regarder la réalité de ce que vivent les populations, notamment dans les quartiers périphériques des métropoles. Donc le centre de santé, c'est aussi une solution. Les CPTS, ça peut être une solution transitoire. Je ne veux pas être trop long. Merci. Oui, parce que là, il va falloir conclure. Juste un dernier mot. Sur les questions de délégation de tâches, oui, c'est la solution, quoi. Je veux dire, on voit bien que sinon, on ne répondra pas à la pénurie de médecins. On peut faire ce qu'on veut sur le numerus clausus, on ne répondra pas à la pénurie de médecins. Et on a des exemples internationaux. On a beaucoup de relations, notamment avec le Québec, pour ce qui nous concerne. On voit que la délégation de tâches marche de façon remarquable, avec des médecins qui sont tous libéraux, qui ont des niveaux de revenus, parce que ça joue aussi, on ne va pas se cacher, ils sont a priori supérieurs au niveau de revenus des médecins en France, et avec des médecins qui font vraiment leur métier. Je suis d'accord avec M. Zecconi, c'est pas les mêmes métiers. Sauf que le métier du médecin, c'est avant tout de faire le diagnostic. Et que dans le suivi des patients chroniques notamment, le fait qu'il puisse y avoir de la délégation de tâches, des infirmières de pratique avancée, ça va nous permettre de mieux prendre en charge ces patients-là. Et dernier point sur les personnes âgées, puisque là on a un vrai problème de prise en charge, nous pensons aussi qu'il faut ouvrir les EHPAD, il faut coordonner les soins, il faut décloisonner au niveau local avec les hôpitaux de proximité, il faut maintenir un tissu d'hôpitaux de proximité. On voit que là aussi on a des problèmes, et la Covid l'a montré, hein, ça fait des années qu'on ferme des lits. Il y a des postes qui parfois ne sont pas occupés, donc il faut que ces hôpitaux, on les renforce et qu'on les ouvre sur la coopération sur les territoires avec les autres formes de soins, et notamment l'offre de soins de premier recours. Il faut aussi que les EHPAD deviennent de véritables structures ouvertes qui peuvent devenir de véritables pôles de référence pour la prise en charge des personnes âgées sur tout un territoire, y compris accompagner les personnes âgées qui restent à domicile. Il faut arrêter avec cette rupture. On est soit à domicile et on est dans un cadre, soit en établissement et on est complètement isolé. Il faut ouvrir tout ça, il faut créer des passerelles. Et c'est comme ça qu'on pourra répondre aux besoins de santé de la population et aux problèmes d'accès aux soins. Je n'ai pas eu le temps de parler de prévention. Jean-Paul. Dans les questions. Oui, on voit bien qu'une heure, ça n'est pas suffisant pour que nous puissions discuter de ces sujets-là. Et encore, nous ne sommes pas trop nombreux. On a une personne de moins autour de la table. Elle souhaitait également intervenir. Madame donc Kosra, qui la maire de Vologne, souhaitait intervenir sur la question des maisons de santé et le fait que c'était des espaces d'échange où on pouvait également aussi expérimenter un certain nombre de choses comme le dossier médical patient partagé, comme la télémédecine, les actions de prévention également. Et puis, c'était vraiment un espace qui permettait d'innover, d'accompagner, pluridisciplinaire et qui donnait vraiment des nouvelles perspectives d'accompagnement.
Dans vos réactions et vos questions, on va pas évidemment pouvoir répondre à tout. Il y a vraiment beaucoup d'interventions sur la question, bien évidemment, de la démographie médicale, de l'accès aux soins. Une première question avait été par un directeur d'EHPAD sur Aix-en-Provence, et pourtant c'est Aix-en-Provence, qui montrait finalement le nombre de médecins en moins qu'il avait perdu pour pouvoir s'occuper de ses résidents, et que effectivement de passer de 28 médecins à 4 très bientôt, c'est extrêmement compliqué pour lui. Des personnes aussi qui sont dans les territoires alpins ou alpins, qui parlent aussi de la problématique de l'accessibilité, du fait qu'il y ait beaucoup moins de médecins à l'heure actuelle, mais pas que uniquement sur les territoires ruraux, puisqu'il y a aussi eu des interventions sur les questions, même pour des grandes villes, pour certains spécialistes aussi, pas uniquement, bien évidemment, que pour les médecins généralistes. Madame Chabert, j'ai envie de vous poser de la question, justement, comment est-ce que l'on peut répondre à cette question, comment l'ARS, finalement, prévoit de répondre à cette question d'accès aux spécialistes, voire même aux généralistes, puisqu'on a quand même... Et puis aussi la question des enjeux des partenariats territoriaux, puisque on l'a bien vu dans vos différentes interventions, c'est quand même un enjeu qui est extrêmement important. Pardon. Oui, non, sur la question de l'accès aux spécialistes, c'est une question qui doit être traitée, à mon sens, en utilisant deux leviers qui sont devant nous. Le premier, enfin l'un, il n'y a pas de hiérarchie, c'est comment est-ce qu'on peut bien mobiliser la télémédecine, la téléexpertise dans une relation qui intègre bien évidemment l'usager, mais qui s'appuie avec les soignants de proximité. Et là, je crois que on a vu l'année dernière comment les professionnels de santé se sont saisis de la télémédecine, et je crois que maintenant on peut l'intégrer pour que ça fasse partie entière de leur projet de santé. Beaucoup dans les commentaires ont évoqué la question de l'intérêt du projet de santé comme étant un projet pluriprofessionnel qui permette de se mettre d'accord sur comment on fonctionne. Et la télémédecine et le recours à la téléconsultation d'expertise, c'est également ça. Comment est-ce qu'on se met d'accord entre les différents intervenants auprès d'un patient pour bien organiser le recours à la spécialité. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est l'utilisation des complémentarités territoriales. On a aujourd'hui des expériences qui sont pas exactement des expériences, qui sont des organisations de consultation avancées, de professionnels qui peuvent venir d'un centre hospitalier pour aller exercer quelques demi-journées par semaine sur une maison de santé. Donc, vous voyez du mixte. Là, je dirais ville, et je vais prendre un modèle en public, vers des lieux d'accueil libérales, maisons de santé avec des professionnels libéraux. Et j'introduis par là la question du partenariat territorial pour aller très très rapidement. Ce sont des modèles qui sont de plus en plus portés par les professionnels, par les institutions, et on voit aussi pour les spécialistes la possibilité d'offrir un autre mode d'exercice. Aujourd'hui, s'installer, on a beaucoup parlé de la médecine générale plutôt, mais s'installer en tant que spécialiste de façon isolée, loin d'un plateau technique, etc., c'est devenu impensable pour un jeune médecin spécialiste parce qu'il va y perdre dans son expertise professionnelle. Donc, il faut qu'il garde le lien avec tout ce qui va faire le maintien de ses compétences. Donc, on va avoir aussi des modèles organisationnels différents qui peuvent intégrer de la présence humaine, mais qui peuvent aussi s'appuyer sur la télémédecine et la téléexpertise. Donc là, sur la question de l'accès aux spécialistes, bien évidemment, il faudra s'appuyer sur les lieux de proximité de soins dans les villes moyennes, etc. Et voir comment on peut fonctionner sur des partenariats. Et bien évidemment aussi permettre un recours à la très grande spécialité, le lien avec la question de la formation, au niveau des CHU, etc. Deuxième, et je vais aller très très vite, oui, vous avez soulevé la question des partenariats territoriaux, beaucoup. Bien évidemment, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui dans notre région, avec des partenariats au sein des CPTS. La crise Covid a révélé des capacités de travailler à plusieurs en mettant en moyen à la fois des compétences, des financements, mais aussi des idées, des solutions. Et beaucoup ont pu s'appuyer sur le soutien à la fois de l'Agence régionale de santé, de l'assurance maladie, du conseil régional. On voit qu'il y a énormément de
de nouvelles organisations qui arrivent à émerger. Certaines sont soutenues dans des cadres expérimentaux qui permettent de sortir du paiement à l'acte, pour parler de ça. Mais on voit aussi que c'est cette coopération territoriale qui trouve sa place autour de projets de santé de territoire. Et ça, c'est aussi une énorme innovation. Merci beaucoup. Docteur Zecconi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou en complément sur cette question-là, sur ces questions-là? Oui, sur la question des spécialistes, il y a quand même, au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé, par exemple comme la nôtre, mais de celles qui vont s'instaurer aussi sur le département, nous pensons nous regrouper pour l'accès aux spécialistes. C'est pareil, je parlais tout à l'heure du temps médical. Il se trouve que les spécialistes sont souvent encombrés par des consultations inutiles qui relèvent de la médecine générale, comme les urgences aussi, des fois, sont encombrées pour rien. Et je pense qu'il faut faire un tri dans l'accès à la spécialité, un tri pour les urgences, notamment, qui doivent tout de suite, parce que des fois, on voit les urgences ophtalmo ou autres peuvent attendre des fois plusieurs mois avant d'être pris en charge. Donc, il faut faire un tri, et c'est le rôle des communautés professionnelles territoriales de santé. Il faut des numéros de téléphone pratiquement dédiés pour ce tri-là, pour aussi faire en sorte qu'il y a des thèses qui ont été mises en place, de grader l'urgence de consultation et la gravité de la consultation. Donc, il faut faire en sorte que les spécialistes exercent réellement leur métier et ne fassent pas de la médecine générale ou de la prise en charge. Voilà. Donc, c'est quand même important de remettre ça au niveau. Là-dessus, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci vraiment. Je suis désolée de devoir vous couper comme ça. Il nous reste 5 minutes finalement, donc cela confirme qu'1 heure pour traiter de ces questions-là, c'est beaucoup trop peu. Ce qui fait que du coup, je pense, en tout cas j'espère, et nous du côté de la mutualité, je regarde Jean-Paul Benoît, je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions à quelle suite nous pouvons donner à cette table ronde, et puisqu'il y a quand même eu d'autres questions dont on n'a pas pu apporter de réponse. Il y avait la question des dentistes aussi, la question d'ailleurs des internes pour les dentistes. Et puis toutes ces questions quand même de travail ensemble. Donc, nous essaierons de voir quand même si nous ne pouvons pas essayer de donner une suite pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin sur la réflexion et parler véritablement de manière beaucoup plus concrète et pragmatique aussi sur des solutions qui peuvent être apportées à des professionnels de terrain qui, là, ont posé des questions et qui attendent peut-être aussi encore d'autres réponses de notre part. Je vous remercie vraiment sincèrement pour votre participation. Je sais que l'exercice n'est pas simple d'avoir à parler d'un tel sujet en si peu de temps. Je remercie aussi toutes les personnes présentes. Vous étiez en tout cas au départ près d'une centaine de connectés. Je ne sais pas où est-ce que nous en sommes maintenant, probablement plus, je l'espère. Mais en tous les cas, merci à toutes et tous donc pour avoir participé à notre table ronde sur la santé, le développement, les territoires et la dynamique à mettre en place pour répondre aux besoins de proximité. Nous ne pouvons terminer cette table ronde sans laisser la parole à Denis Philippe, qui est donc le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour qu'il nous apporte quelques mots de conclusion. Denis, c'est à toi. Merci beaucoup Pascal. Je veux remercier la Mutualité française d'avoir, dans le cadre du salon ESS Sud, le salon de l'économie sociale et solidaire, et ce salon particulièrement attaché aux achats responsables, d'avoir organisé ce débat. Ce n'est pas le mutualiste qui va s'exprimer, et tu l'as rappelé Pascal, c'est le président de la Chambre régionale, parce que dans ce que j'ai entendu cette volonté du faire ensemble. J'ai entendu la volonté de redonner du sens, et j'ai entendu des choses qui vont dans le sens de ce que l'économie sociale et solidaire porte. J'ai entendu Madame Chabert s'exprimer et dire qu'il y avait des volontés de coopération régionale. J'ai entendu le président de la Mutualité française, mon ami Jean-Paul Benoît, rappeler qu'il fallait que nous ayons, nous, mutualistes, cette volonté de nous ouvrir vers d'autres acteurs pour également faire ensemble, et peut-être que trop longtemps, la mutualité est restée repliée sur elle-même, et je pense important effectivement qu'elle aille dans l'échange avec d'autres acteurs qui sont dans son environnement, celui de la santé, pour justement faire ensemble. J'ai entendu des volontés de pratiques coordonnées, je suis également convaincu que les jeunes praticiens, demain, veulent exercer ensemble, veulent faire ensemble, ne veulent pas forcément avoir une pratique solitaire, parce que je pense que ça correspond également au sens qu'ils veulent donner à
engagement et à leur pratique professionnelle. Et tout ça, ça renvoie à une notion qui nous est proche, nous, dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la proximité. En fin de compte, en vous écoutant, j'ai perçu que nous avons aujourd'hui un besoin de réinventer, en matière de santé également, la proximité. Et là, c'est là où je pense que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont des choses à dire. J'ai entendu le docteur Zecconi dire que l'ESS, ça ne parlait pas forcément à tout le monde, et je suis d'accord avec lui. Et nous avons certainement de gros travaux encore à faire, même si je sais que dans le département des Hautes-Alpes, l'action portée par l'organisation représentative de l'économie sociale et solidaire est forte. Nous avons encore certainement un long chemin à faire pour expliquer ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons incarner en proximité. Tout ça pour dire que la mutualité, je le disais en ouverture de mon propos, doit sortir de sa zone de confort, tout comme les autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que nous avons, nous aussi, cette difficulté que nous sommes souvent en tuyau d'orgue, le secteur associatif, le secteur coopératif, les fondations, les mutuelles, aujourd'hui les entreprises reconnues d'utilité sociale, et chacun dans son coin fait ce qu'il a à faire et essaye de faire le mieux possible. Mais il faut l'acteur transversal, il faut ce tuyau qu'on va venir mettre en travers et qui va permettre que nous puissions avancer ensemble. Ça nous oblige à repenser nos modes de fonctionnement, mais on voit bien qu'on est à un tournant dans notre société où on a besoin de repenser la façon dont nous voulons vivre demain. Et si on repense la façon dont on veut vivre demain, si on repense la façon dont on veut faire ces sociétés, il faut repenser aussi également la façon dont le citoyen peut avoir accès au système de santé. Et c'est là où l'économie sociale et solidaire en général, la mutualité en particulier, qui a organisé cette table ronde, et je suis d'accord avec toi Pascal, je pense qu'il faut qu'on prolonge ce genre d'échanges et de débats, et qu'on aille également vers d'autres acteurs pour apprendre à se connaître. Nous avons un travail ensemble à faire pour réorganiser la proximité. Et la proximité, bien sûr, ça passe par la santé. Le docteur Zecconi rappelait que c'est une préoccupation majeure des citoyens, c'est vrai, et nous, en mutualité, nous le savons. Mais faire société, c'est aussi réfléchir à d'autres sujets où les acteurs de santé, même si ça ne les concerne pas directement, doivent être associés. En conclusion, je dirais qu'au sein de l'économie sociale et solidaire, la mutualité, dans sa volonté de discuter avec les professionnels de santé, de discuter avec d'autres acteurs qui interviennent dans le champ de la santé sur le territoire régional, nous devons ensemble avancer parce que le citoyen aujourd'hui nous interpelle. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui interrogent le sens, qui veulent s'engager, qui veulent travailler, mais qui vous disent, moi, je veux avoir une action qui ait du sens. Et on le voit dans les témoignages que vous avez pu apporter. Les médecins eux-mêmes ne veulent plus une pratique solitaire. Ils veulent travailler de façon à réfléchir et à avancer ensemble. En fin de compte, ils veulent également interroger le sens. Voilà ce que je voulais vous dire en guise de conclusion. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire.
sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.